La décolonisation en Afrique francophone, qu'est-ce que c'est? Pour comprendre la décolonisation, il est essentiel de revenir aux origines de la colonisation elle-même. Pendant des décennies, les empires coloniaux européens ont étendu leur emprise sur le continent africain, imposant leur autorité, exploitant les ressources et supprimant les aspirations de la population locale. Le 15 novembre 1884, lors de la conférence de Berlin, organisée par le chancelier Otto von Bismarck, la plupart des pays européens vont se partager l'Afrique comme un gâteau, afin d'exploiter leurs ressources et de disséminer la population. D'ailleurs, je t'invite à regarder notre vidéo YouTube qui s'appelle « Le pillage de l'Afrique » traitant de ce sujet. Mais au XXe siècle, une vague de changement va se lever en Afrique francophone. Des leaders charismatiques ont émergé portant les aspirations de leur peuple et exigeant l'indépendance. Les années qui ont suivi ont été marquées par des luttes, des manifestations et des sacrifices, et les Africains francophones se sont unis pour défendre leurs droits, réclamant la fin de la domination coloniale et la reconnaissance de leur souveraineté. On arrive maintenant en 1960, donc le moment tant attendu. 14 pays africains vont être décolonisés, notamment le Congo belge, la Haute-Volta, le Dahomey, également l'Angola qui n'est pas francophone, mais voilà, il y a d'autres pays qui vont se décoloniser, sauf l'Éthiopie qui sera le seul pays africain qui ne sera jamais colonisé. Mais l'indépendance des pays n'était que le début d'un long processus de construction nationale et de défis à venir. Dans le débat du jour, avec Hachen Soud et Thibaut Obou, président d'Africa du Monde, nous allons plonger au cœur de la décolonisation en Afrique francophone et s'attarder également sur le cas intéressant de la Côte d'Ivoire. Je n'en dis pas plus, je laisse regarder le débat et profiter. C'est sur Goûter Panafricain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter Panafricain. Je suis super vraiment content de vous retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui qui va être consacré à indépendance en Afrique francophone. Les deux panélistes du jour, on va commencer avec la voix féminine, c'est Hachen Soud. Comment tu vas, Hachen Soud? Oui, bonjour, bonjour Thomas, bonjour Thibaut. Tu vas bien? Yes, merci beaucoup. Okay. Et juste à côté, je vais mettre le micro, c'est Thibaut Obou. Comment tu vas, Thibaut? Oui, je vais très bien. Merci Thomas, merci Adjessou. Et puis, je pense qu'on est parti. Yes, on est parti. Donc, Hachen Soud, Thibaut Obou, président d'Africa du Monde. C'est la fine équipe vraiment pour le sujet du jour. Donc, première question, pourquoi les pays africains accèdent à l'indépendance? C'était tellement la poule aux yeux d'or, les pays africains, pour les pays impérialistes. Pourquoi les pays accèdent-ils à l'indépendance? C'est ma première question que je pose à Thibaut Obou et ensuite à Hachen Soud. Oui, les pays africains, disons, qui parlent la langue française, ont accédé à une indépendance négociée avec la France pour une raison simple, c'est que la France était en guerre en Indochine, la France aussi était en guerre en Algérie et au Cameroun. Donc du coup, vu que la France perdait pratiquement sur ces tableaux, elle s'est dit, mais au lieu d'attendre que les autres pays amorcent aussi leur révolution et qu'on n'ait plus rien, vaut mieux qu'on avance en négociant. Donc voilà un peu comment ça a réfléchi dans les boîtes françaises pour accélérer au maximum les indépendances du côté où on parle la langue française, ce qui donne lieu à peu près, vous avez les couleurs des mêmes drapeaux, vous avez pratiquement, les hymnes ont été faits dans la même salle, pratiquement le même jour. Donc voilà un peu, c'est un peu très comique, mais voilà un peu la réalité de ces indépendances. Et il y a aussi d'autres pays aussi, donc parce qu'il y a les colonies portugaises, colonies britanniques, à peu près tous dans cette même période, ils commencent tous à se décoloniser. Sauf que pour les Portugais, ils n'ont pas lâché prise parce que ils étaient vraiment, comme aussi la France, ils étaient dans une crise économique qui faisait qu'ils ont gardé pratiquement les colonies jusqu'à pratiquement dans les années 70-75. Cap-Vert, Guinée, Bissau et tout ça. Ça a été vraiment tardif en Angola et tout ça, très tardif. Les Anglais, ils ont été très vite. Pourquoi? Parce que avec l'esclavage, ils ont été parmi les premiers à vouloir, entre guillemets, faire l'abolition et mettre dans les mers des patrouilles pour pouvoir éviter qu'il y ait encore, on va dire, la traite clandestine et tout ça. Donc du coup, ils ont choisi un système de Commonwealth, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, tiens, on fait une association avec nos anciennes colonies et on va travailler ensemble. La reine d'Angleterre sera la présidente de tout le monde et puis vous aurez des indépendances en dessous, vos drapeaux, vos machins, mais vous référez à nous. Donc ce qui a fait que dans certains pays, il y a eu ce cas
Mais derrière ce cas, il y a eu aussi la guerre. C'est-à-dire qu'au Kenya, en Ouganda, il y a eu vraiment la guerre. En Inde, au Pakistan, il y a eu vraiment la guerre pour avoir l'indépendance. Donc, ils ont opté dans ce sens-là. C'est très bien ce que tu es en train de me dire, mais j'ai envie même de revenir sur le mot décolonisation. Vous savez que le mot décolonisation, en fait, il arrive à partir du XVIIIe siècle, mais pas forcément en Afrique, il arrive en fait aux États-Unis lors de la guerre d'indépendance. Et en fait, c'est les colons américains qui vont se révolter. C'est pas forcément les indigènes, les personnes sur place, parce que les Indiens, ils sont exploités, ils sont anéantis. C'est les colons qui vont se révolter et face au gouvernement, et ils vont étendre leur territoire sur l'Ouest américain. Mais c'est pas pour ça que l'esclavage va disparaître. Au contraire, ils vont continuer l'esclavage. Et aussi, autre cas important, on va parler d'Haïti. Haïti, ça a été l'un des premiers territoires colonisés par la France, où les esclaves ont réussi à acquérir leur indépendance. Donc ça, c'est très important. C'était en 1804. Et Haïti est la première république, la première république noire indépendante au monde. Donc ça, faut pas l'oublier. Et donc la France, en perdant Haïti, elle a perdu sa colonie la plus prospère. Mais sachez aussi que, mis à part le monde noir, il y a aussi d'autres pays, notamment en Amérique latine, en Asie, où aussi il y a eu des guerres d'indépendance. Les habitants de ces territoires se sont battus pour accéder à leur indépendance. Voilà. Juste un peu pour Haïti, Thomas, c'est qu'Haïti, c'est vraiment une révolution. C'est une révolution à la bataille des Vertières qui a permis à Haïti de complètement se libérer de la France et de créer un pays, un drapeau, un port, une monnaie avec tout ce qui va avec. C'est le seul pays au monde réellement qui a eu une indépendance avec des armes, avec une population qui était soumise à l'esclavage. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les armes en réalité. Les armes très évoluées, tout ça, mais n'empêche qu'ils ont, avec une forte détermination, ils ont réussi cette révolution en boutant dehors la France, les Allemands, les Anglais et les Espagnols. Il faudrait un jour qu'on fasse un podcast sur eux, parce que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment très très fort et au courage. Ça nécessite vraiment le respect et je pense qu'on le met vraiment pas assez en avant. Je vais donner la parole à Shensoud. Pour toi, Shensoud, pourquoi les pays africains accèdent à l'indépendance? Qu'est-ce que tu en penses? Et ensuite, on va passer à la question suivante. Alors, pourquoi est-ce qu'effectivement les pays vont accéder assez vite à l'indépendance, et une question qui renvoie d'abord à plus ou moins, comme je l'avais traité donc pour Amical Cabral, à savoir quelles sont les conditions qui sont en place à un moment donc de l'histoire, et qui fait que c'est plutôt une évidence que l'État français ne peut plus contenir effectivement les ferveurs populaires qui sont à l'œuvre dans la société donc des pays colonisés. Il faut savoir que De Gaulle, à un moment donné, lorsqu'il va lâcher du lest, va avoir ces mots assez durs par rapport donc au Gabon notamment, et il va dire que il y a un certain nombre de pays qui souhaitent rester donc dans le giron de la France, et notamment le Gabon. Et les hommes autour donc du général de Gaulle vont faire en sorte donc par un travail acharné donc auprès donc du président donc du Gabon de cette époque-là, de faire en sorte que le Gabon puisse comprendre que il faut à un moment donné grandir et donc ne plus se considérer comme rattaché à la France et demander la départementalisation, mais demander ce qu'on appellerait l'indépendance. Alors qu'est-ce qu'a dit donc le général de Gaulle? Il a pensé que effectivement de continuer à c'est un mot je vous demande donc d'aller donc vers les sites qui parlent de ça. Il a indiqué que c'était un fardeau. C'est-à-dire que les colonies, pour qui vont devenir des anciennes colonies, au niveau financier, au niveau de l'engagement humain, au niveau administratif, commençaient à devenir un fardeau. Donc, ils vont commencer à réfléchir à une sorte de décolonisation. Et cette décolonisation, donc le Gabon va en faire partie. Donc, toutes les États que l'on voit aujourd'hui, notamment pour la Côte d'Ivoire, tout ce qu'on appelle les colonies francophones vont accéder à l'indépendance petit à petit
pour effectivement délester la France d'un poids. Et parallèlement à ça, vous avez dans la société française de véritables révolutionnaires qui vont œuvrer parallèlement donc à cette volonté donc de la France de donner l'indépendance pendant toute la période donc vers l'indépendance, qui vont œuvrer à être des marxistes à part entière et avoir envie donc d'un type de société qui soit réellement affranchi donc des desiderata de la France. Et c'est la raison pour laquelle, si on doit parler aujourd'hui de la décolonisation, il faut avoir en tête ces deux processus qui sont à l'œuvre, qui étaient à l'œuvre au moment donc des indépendances. Ok, alors merci pour ton point de vue. Moi, je veux juste rester sur le point des pays colonisateurs, parce qu'ils ont quand même une mainmise sur un pays, ils ont accès directement à leurs ressources. Colonisation, il faut savoir que quand le pays colonisateur s'en va, ça se fait pas comme ça. Et le pays qui est colonisé doit s'assimiler. Les habitants doivent devenir des citoyens, ils doivent apprendre la langue des pays colonisateurs. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays africains qui parlent le français. Il y a l'autonomie, enfin il y a plusieurs phases avant d'accéder à ce statut, comme tu disais, d'indépendance, mais en fait qui n'est pas réellement indépendance. Je prends le cas aussi d'Algérie, aussi quand l'Algérie qui s'est battue pour acquérir son indépendance. Toi, Chensout, est-ce que tu penses que les colons, pour autant, ont renoncé à leurs biens coloniaux quand ils sont partis, ou c'est peut-être de l'hypocrisie? Dire que les colons ont à un moment donné fait leur deuil de leur patrimoine en quelque sorte, puisque c'est un patrimoine territorial qui se transmet de génération en génération pour ceux qui ont investi donc dans ces colonies-là. Ils y vont pas parce que effectivement ce sont des altruistes, ils y vont pour faire des affaires. Et donc l'État français protège justement l'extension donc dans les colonies des entreprises qui représentent la France et les intérêts donc sur des territoires éloignés donc du centre. Donc ce sont en périphérie les représentants donc de la France. C'est-à-dire qu'il y avait au niveau administratif, il y avait donc des territoires d'outre-mer, c'est-à-dire des TOM qui avaient une gestion particulière, notamment ils étaient administrés à
partir donc d'un code que l'on appelait le code de l'indigénat, et le code donc spécifiquement réservé aux indigènes, avec une justice particulière où effectivement la justice était rendue de manière un peu il n'y avait pas de contradictoire en quelque sorte, hein, c'est-à-dire que le colon était seul et il avait les pleins pouvoirs pour décider effectivement de la sanction, puisqu'il représentait la France donc de manière périphérique. Alors, ce qui était un peu étrange, c'est que cet avantage qu'ils détenaient, ils n'allaient pas effectivement le délester au profit donc des populations et d'une nouvelle bourgeoisie qu'ils vont implanter au fur et à mesure de la décolonisation pour créer ce qu'on appellerait la néocolonisation. Ce qui est intéressant, c'est que comme tu l'as évoqué, c'est ce qu'on appelle au niveau de l'Algérie. L'Algérie, il faut savoir qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le putsch des généraux, parce que Michel Debré, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, a bien compris que à un moment donné, donc, il fallait commencer un petit peu à modifier le statut donc de dépendance qui était mis en place depuis le 19e, même bien avant, dans ces territoires périphériques-là, puisqu'il y avait une montée au niveau de la population de rejet de la France et de ses avantages-là. Et il va poser la question donc de ce qu'on pourrait appeler que la population puisse s'exprimer par rapport à l'autodétermination. Et l'autodétermination sous forme donc de référendum va être un camouflet donc pour le gouvernement français, puisque pour les généraux donc installés et la bourgeoisie installée en Algérie, puisque à 75%, il faut le savoir, la population va rejeter donc la présence française et notamment accepter l'autodétermination, c'est-à-dire une manière effectivement de modifier le statut administratif donc de l'Algérie. À ce moment-là, il va y avoir donc un certain nombre donc de généraux qui ne l'ont pas entendu donc de cette oreille-là et qui vont faire ce qu'on appelle le putsch des généraux et prendre les pleins pouvoirs par rapport donc à la France et au centre, et demander effectivement que l'on puisse revenir sur ces résultats-là et ne pas considérer les velléités donc du peuple algérien comme étant d'une importance flagrante. Petit à petit, on pense que ça va conduire à l'indépendance donc de l'Algérie, mais il faut avoir en mémoire que c'est finalement deux types d'administration donc de l'Algérie qui était en jeu. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait donc la 4e République, et puis on va basculer donc avec la nouvelle constitution à la 5e République. Il y a quand même deux choses. C'est-à-dire que lorsque les généraux font ce putsch, d'un côté, il y a le général de Gaulle. Et le général de Gaulle, lui, il a comme volonté une nouvelle manière de retenir dans la zone d'influence les anciennes colonies. Et finalement, il ne voit pas d'un bon œil en quelque sorte le putsch des généraux qui va contredire ce plan qu'il avait mis en place. Et dès lors, on a l'impression que le général de Gaulle, c'est pour ça que dans les anciennes colonies qui appartenaient à l'AOF, il y a le côté un peu paternaliste qui était mis en avant, mais qui était plus ou moins, et ça c'est important à savoir, faisait partie du plan qu'on va appeler la doctrine de la guerre révolutionnaire. Et la doctrine de la guerre révolutionnaire est une stratégie qui appelle donc l'ingénierie sociale, qui avait été instituée donc en Indochine et qui va être manifestement appliquée à l'Algérie et petit à petit qui va être appliquée au nouveau plan que va mettre en place le général de Gaulle dans les anciennes colonies. C'est l'entracte, j'espère que le débat te plaît. J'en profite pour te demander de t'abonner à la chaîne pour nous aider à atteindre les 2000 abonnés et à laisser un like pour nous montrer que tu apprécies notre travail. Ok, merci beaucoup pour cette intro, pour ce sujet.
On va se focaliser sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire? On est en présence de Thibaut Obou, président d'Africains du Monde, qui est ivoirien. Et Achentou, je vais te laisser interagir avec Thibaut Obou sur cette situation de la Côte d'Ivoire, la décolonisation, son histoire, un peu son historique. Je pense qu'il y a des belles choses qu'on peut apprendre. Alors, bon, c'est vrai que là, on me laisse effectivement carte blanche, entre guillemets, pour te poser une question. C'est-à-dire que lorsque l'on voit aux sorties de la guerre, donc sous gouvernement, alors il faut rappeler que c'était pas un gouvernement présidentiel, puisque le président du Conseil avait plein pouvoir. Il faut rappeler que c'était un pays complètement dévasté, et qu'elle va compter sur ses colonies pour pouvoir effectivement reprendre un peu du poil de la bête et se faire considérer donc sur la scène internationale. Donc là, tu parles de la France, hein? De la France. Et Michel Debré donc va nommer. Excusez-moi. Oui. Tu peux juste résumer un peu la situation, la Côte d'Ivoire, comment elle est, à moins que tu veux peut-être laisser Thibaut en parler. Oui, je vais laisser Thibaut nous parler de cette dépendance et de cette particularité autant pour le Sénégal et pour la Côte d'Ivoire dans le giron français, qui est assez intéressant, puisque la question que je vais lui poser donc après sa présentation, c'est que on a donc la 4e République qui est instituée, et puis notamment on a la Constitution française donc de octobre 46 qui va être votée donc dans la foulée. On a donc un ministre d'État qui est Houphouët-Boigny, qui va être nommé et qui va représenter les intérêts donc de la France en Côte d'Ivoire, et il va siéger donc dans ce gouvernement aux sorties de la guerre. Ce qui est assez étonnant, on a un autre qui est assez intéressant, c'est Gaston Monnerville. Chose qu'on ne voit plus tellement aujourd'hui, sauf des ministres du sport ou des ministres un peu périphériques comme ça. Bon, alors moi la question que je pose, donc dans un État colonisé, donc pour les États colonisés, représenter la France, peut-être que ça va de soi. Alors qu'est-ce que tu nous en dis, Thibaut, par rapport à cette, pour moi c'est un peu cette représentation qui aujourd'hui peut interroger. Alors la question que je pose donc à Thibaut, c'est est-ce que c'est tout à fait dans la droite logique d'avoir ce ministre d'État représentant les intérêts de la France dans ce gouvernement-là? Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est complètement normal? Ça peut paraître normal dans le sens où on était dans la communauté, tu l'as dit, la Constitution de 46, on était dans la communauté, c'est-à-dire que les territoires ivoiriens, la Côte d'Ivoire, tout ça faisait partie en fait de la France, et il fallait dans chaque territoire des représentants au niveau national ici en France pour pouvoir représenter leur pays, on va dire leur département d'origine, ce qui a fait que... Est-ce que ça te dérange que je te coupe 2 petits secondes? Est-ce qu'on peut revenir déjà ne serait-ce que sur l'étymologie du mot Côte d'Ivoire? Est-ce que ce pays avant s'appelait Côte d'Ivoire? Ou est-ce qu'il avait un autre nom? Pourquoi il s'appelle comme ça? En fait, juste pour les personnes un peu de culture générale, savoir un peu plus sur l'historique sur ce pays, et après je te laisse continuer. Ouais. D'accord, ok. Donc en fait, cette zone, c'est une zone golfe de Guinée. Donc à la base, c'était des royaumes, c'est-à-dire que le royaume du Ghana, après le royaume du Mali, et arrive la colonisation. Donc quand arrive la colonisation, les États étaient encore vivaces. Il y avait des résistances comme El Hadj Omar, comme Samori Touré, qui avaient leur territoire, le Mali actuel. Donc avant que ça ne devienne la Côte d'Ivoire, c'était d'abord les Anglais qui ont pris possession de ce territoire. Et quand ils ont pris possession de ce territoire, il y a eu une grande résistance. Donc les Anglais n'ont pas pu tenir face à la résistance des Blancs, face à la résistance des gens de la côte, notamment de Grand Bassam. Donc ils étaient obligés de se replier sur une île qu'on appelle l'île Ascension, où ils ont décimé toute la population et ils se sont appropriés cette île jusqu'au jour d'aujourd'hui, où la population de cette île, c'est une population blanche en fait, anglaise mais blanche. Donc ils ont concédé, on va dire, ce territoire à la France, pour que la France vienne administrer, que la France vienne coloniser entre guillemets. Donc quand la France est arrivée, il y avait aussi, avant qu'il y ait la France, il y a aussi les Espagnols qui sont venus rapidement. Eux, ils appelaient ce pays-là la Costa de Marfil, c'est-à-dire, disons,
la côte où on avait beaucoup d'éléphants et il y avait beaucoup d'ivoire. Donc ils ont estimé que, étant donné qu'il y avait beaucoup d'ivoire de ce côté-là, il fallait aller chercher cette richesse-là d'ivoire. Donc c'était la côte des ivoires, donc en espagnol, et ça a été repris par les Français, Côte d'Ivoire, et jusqu'aujourd'hui c'est ce nom. Mais entre-temps, il y avait aussi, en fait c'était le système de principauté aussi en Côte d'Ivoire. Il y avait des royaumes indépendants, notamment le royaume des Sans-Vies, par exemple, qui était complètement indépendant comme on a Monaco, là. Voilà, donc en gros, la Côte d'Ivoire, c'est pas un nom d'origine africaine, c'est un nom qui a été donné comme ça, on va dire, à la hussarde par les colons, notamment Benger et compagnie, qui ont donné ce nom, cette partie de la côte. C'est un peu ça. Mais il y a eu vraiment des grandes résistances. Il y a eu des déportations qui ont été faites vers le Gabon, notamment tous les résistants. Ceux qui n'ont pas pu être tués ont été ramenés au Gabon, d'autres en Guyane. Donc il y a eu un système de déportation de la population et on a changé la population de la côte par les gens du Bénin, les gens du Sénégal qui sont venus repeupler cette histoire pour éviter toute résistance. Voilà un peu cette... Donc on va revenir sur la question d'Hachensout. Alors si Hachensout, si tu veux bien remettre ton micro, si je me souviens bien, donc ça parlait, toi tu avais décelé une certaine incohérence, c'est ça, dans le gouvernement? C'est-à-dire que la constitution donc de 46 prévoyait effectivement quelque chose qui était que même les personnes donc appartenant donc au TOM étaient citoyens français. Donc, est-ce que ce ministre-là, Houphouët-Boigny, se considérait pleinement en tant que Français et exerçait non pas en tant qu'Ivoirien, mais en tant que représentant français. C'est-à-dire que la notion effectivement de citoyenneté, il a touché du doigt. Alors que sur le territoire même, en Côte d'Ivoire, les personnes, voyaient la chose tout autrement. Donc, il y avait une sorte de déconnexion entre sa volonté personnelle, ses ambitions personnelles, et celle donc de la population elle-même. Non, mais disons qu'il n'y a pas tellement de paradoxe parce que c'était des territoires français. Et donc, lui, en tant que citoyen français, il venait représenter, on va dire, la France ici dans l'Hexagone. C'est comme aujourd'hui, on a des députés martiniquais, guadeloupéens, réunionnais qui viennent ici représenter la France. Sauf qu'il y en a qui ont des mandats d'élus et d'autres qui ont des mandats, on va dire, de nomination comme ministre. Donc lui, il a été nommé comme ministre de la Santé, notamment, pour représenter les intérêts français. Donc, il ne représentait pas les intérêts de la Côte d'Ivoire des Ivoiriens, mais il représentait les intérêts de la France. Donc, il agissait en tant que Français. Et pour l'histoire, et pour l'anecdote, c'est que quand il y a eu cette histoire d'indépendance, il a refusé l'indépendance, lui, à la base. Il a dit au général de Gaulle que lui n'en avait pas besoin, qu'il était très bien dans son rôle de ministre de la Santé, et qu'il n'y avait pas lieu que la Côte d'Ivoire soit indépendante. Donc, c'est le général de Gaulle qui lui dit, mais non, moi, ça nous arrange que tu sois indépendant et que tu aies ton drapeau, mais ça ne va pas empêcher qu'on ait toujours les mêmes liens. Les liens seront encore plus forts. Donc, en fait, c'est un peu on va dire, l'amoureuse qui a été conduite avec ses fleurs. C'est-à-dire que lui, il y tenait tellement à la France, à un moment, le général de Gaulle me dit, non, en Algérie, on a des soucis, en Indochine, on a des soucis, au Cameroun, on a des soucis, on va pas se mettre encore un souci avec la Côte d'Ouest, sachant pertinemment qu'il y a eu beaucoup de révolutions dans cette zone. Donc, je préfère que vous soyez indépendants. Et puis, on va s'arranger pour vous donner à la fois l'armée, la monnaie. On va vraiment vous accompagner, n'ayez crainte. Donc, voilà un peu comment l'indépendance de la Côte d'Ivoire a eu lieu malgré ses propres représentants. Donc, ceux qui étaient vraiment pour la vraie indépendance ont été assassinés. Il y avait que... Tu peux en dire un peu plus? Bon, il y avait il y avait des panafricanistes qui étaient vraiment pour une indépendance totale. Et donc, entre-temps, Houphouët-Boigny a créé le RDA, le Rassemblement démocratique africain, dans lequel il a essayé de regrouper un peu les Africains pour une certaine, on va dire, une certaine collaboration
avec la France. Et donc certains ont refusé cette collaboration. Ils se sont dit, comme les Issa Sanogo par exemple, ils se sont dit mais non, on peut pas à la fois collaborer avec notre bourreau, ça marche pas. Donc ce n'est pas une indépendance, on reste encore un département. Donc on n'en veut pas. Donc tous ceux qui n'ont pas voulu ont été assassinés, certains ont été ramenés comme d'habitude au Gabon. Et donc il n'est resté qu'au Fouboigny qui était prêt à travailler pour la France. Chose qu'il a fait jusqu'à ce qu'il décède en 93. Pour toi, la Côte d'Ivoire, d'un œil, voilà, aujourd'hui contemporain, t'en penses quoi de ton pays? Est-ce que tu penses qu'il est totalement indépendant? Aujourd'hui, malheureusement, c'est un pays qui est un pays occupé. Un pays occupé parce que vous avez l'armée française qui est sur le territoire. Vous avez la monnaie, c'est-à-dire le franc CFA qui est utilisé. Vous avez 90% des entreprises privées qui sont françaises. Et vous avez vous avez la Constitution. Et puis, on va dire, les règles de droit. Par exemple, la terre en Côte d'Ivoire appartient à l'État. C'est-à-dire que les Ivoiriens en tant que tels ne peuvent pas être propriétaires de terre. Ils ont, on va dire, ils ont l'usufruit. Mais avec l'habitude, ils ont comme l'impression qu'ils sont propriétaires de l'État, mais ils ne le sont pas, puisque le droit accorde la propriété à l'État. Et l'État étant adossé à la France, la terre de la Côte d'Ivoire appartient à la France. Ce qui fait que, par exemple, que la présidence ivoirienne, par exemple, était louée à la France pendant longtemps. Donc, du coup, pour enlever ce paradoxe, à l'époque, vers l'année 2000-2005, Babo Kane était président, il a voulu transférer la présidence à Yamoussoukro. Donc ils ont construit à Yamoussoukro pas mal de on va dire de résidences, de palais, tout ça pour transférer, pour éviter justement de payer ce loyer à la France. Donc voilà un peu les ambiguïtés et la réalité. Par exemple le ciel, la surveillance du ciel de la Côte d'Ivoire, c'est la France qui surveille le ciel de la Côte d'Ivoire. La mer aussi, c'est la même chose. Donc récemment, il y a eu une école qui a été construite en Côte d'Ivoire c'est une école contre les djihadismes, former les militaires pour se battre contre le djihadisme. Donc ça a été mis en Côte d'Ivoire en collaboration avec l'État français. Donc c'est encore un département. Ce qui change, c'est le drapeau. Sinon, dans la réalité, c'est un département. Alors. Ok. Achetsu, si tu as envie de dire quelque chose, et après on va terminer sûrement avec la dernière question. Ouais. Achetsu, si tu as encore un mot à dire, sinon non, parce que disons que moi je remercie effectivement Thibaut, parce que c'est vrai que Thibaut est quand même voilà, il est ivoirien et puis il milite beaucoup, ça je le sais au travers donc de son association. Je voulais juste préciser par rapport à ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire qu'on a la théorie du coût et avantage. C'est-à-dire que les populations ont quand même, et ça je le dis bien entre guillemets, un avantage, c'est qu'ils étaient citoyens français au travers donc de la Constitution. Alors je me rappelle plus de quel article. Parce que c'était des territoires donc d'outre-mer, donc appartenant donc à l'AOF. Et il faut savoir que une des choses qui est horrible, c'est que ils ont un avantage et ils vont avoir un désavantage. C'est-à-dire que la population va se rebeller, va dire non, nous on veut vraiment notre indépendance, etc., etc., etc. Et ils comprennent effectivement ce que veut dire au travers de leur chair que d'être dominés, d'être exploités. Pendant des siècles, ils ont été exploités, etc. Et ils vont, malgré cet avantage, demander effectivement leur indépendance. Et le général de Gaulle, bien évidemment, va octroyer cette indépendance d'une certaine façon parce qu'il y a au niveau du terrain des militants, il y a donc des activistes, il y a des leaders très emblématiques qui vont effectivement s'associer pour faire que ce résultat puisse aboutir. Mais n'oublions pas qu'il y a ce qu'on appelle les assassinats politiques. Les assassinats politiques sont dans les indépendances quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire que il y a un avantage qui est octroyé sous la 4e République,
aux sorties de la guerre. On leur donne effectivement la citoyenneté, mais malgré ça, ils n'en veulent pas. Ils veulent leur indépendance. On leur donne leur indépendance, mais malgré ça, il y a des assassinats politiques et il y a l'application de la doctrine de la guerre révolutionnaire qui va être appliquée. C'est parce qu'il y a de l'ingénierie sociale que effectivement il y a l'indépendance qui est mise en place. Et faut juste compléter sur les avantages disons, de la citoyenneté. Le suffrage n'était pas universel, c'est-à-dire tout le monde ne pouvait pas voter. Ils votaient par palier, ils s'étaient représentés par des personnes qui portaient leur voix. Donc du coup, l'avantage il était un peu restreint puisque ils votaient pas tous. Une des choses qui est assez horrible, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup donc de personnes du continent font le voyage vers le centre. C'est-à-dire le centre qui pour eux reste un centre administratif, c'est-à-dire la France, pour pouvoir demander la nationalité ou les papiers pour pouvoir travailler en France. On leur octroie au compte-gouttes, mais on leur octroie tout de même, parce que justement, on sait que l'avantage que tire la France de la venue de ces personnes sur leur territoire est beaucoup plus grand que, effectivement, ils pouvaient en tirer lorsqu'ils étaient sur leur sol en étant citoyens. Donc, d'une manière ou d'une autre, les avantages de la décolonisation à la De Gaulle est quand même un désavantage pour les pays, d'une certaine façon. Il a les meurtres, les assassinats politiques, et comme je le dis lorsque j'ai fait avec Thibaut Obou, Amical Cabral nous a prouvé que la révolution doit être quelque chose du peuple et venant du peuple et doit aboutir jusqu'au bout. Et là, on a quand même quelque chose d'un peu biaisé. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire donc sur ce plan-là. Ok, bah en tout cas c'est super. Merci d'avoir dit ça parce que je vous invite. Là, on arrive au bout du podcast. Je pense que ça va être le sujet du prochain. Restez bien connectés. On va parler plutôt de la suite en fait de la décolonisation. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, où en est l'Afrique? Fait-elle face à une néocolonisation? Ça sera le prochain sujet du jour. Peut-être que l'Afrique est encore emprisonnée par ses anciens bourreaux, comme aime le dire Thibaut. Mais on en garde pour la prochaine fois. Donc voilà, ça sera pour les abonnés, ça sera pour vous, ça sera pour la prochaine. On parlera de néocolonisation. En tout cas, merci à vous. C'était un plaisir encore une fois d'être avec vous sur ce plateau, sur Goûter Panafricain. Restez bien connectés et abonnez-vous, laissez vos commentaires, on les lit. Aussi, il y a les livres de Thibaut Obou, hein. Il a écrit des livres, il faut vraiment se les procurer. Ils sont en description, vous avez juste à cliquer sur les liens. C'est des ouvrages vraiment très intéressants, il a mis tout son cœur dessus. Donc, Bâtir la Côte d'Ivoire. Notamment Bâtir la Côte d'Ivoire, très intéressant. Donc voilà, on a parlé de la Côte d'Ivoire, donc là vous allez avoir l'essence même de Thibaut qui parle de ce sujet. Et aussi le livre. Ouais. Oui, juste, est-ce qu'il est possible que je puisse faire référence donc du livre sur lequel effectivement j'ai lu et que je me suis appuyé, c'est Jérémy Rubinstein, Terreur et séduction, une histoire de la doctrine de la guerre révolutionnaire. Voilà. Donc procurez-vous ce livre aux éditions La Découverte. Il n'est pas très cher et vous allez en savoir un peu de cette savoir-faire français dans ce qu'on appellerait la contre-insurrection qui vient donc de Mao. Mao disait aux guerriers de la révolution, il faut se fondre dans la population comme un poisson dans l'eau. Donc, ils ont repris ça à leur compte pour faire une contre-révolution, c'est-à-dire qu'on le voit avec les révolutions oranges, donc dans les pays, les ex-pays de l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est soft et hard en même temps pour pouvoir effectivement maintenir la population dans une certaine lignée, une certaine logique qui est la leur. Donc, il y a encore des écrivains autonomes, il y a Thibaut Obou, il y a Survie, l'association Survie. Donc, il y a plein d'intellectuels aussi qui œuvrent à cette vérité-là. Et nous en faisons partie. Voilà. Ah, yes. Bon, en tous les cas, tous les liens des livres à se procurer, ils sont dans la description. Donc, regardez bien la description de nos vidéos. Il y a les liens, vous avez juste à cliquer dessus et acheter ces livres. Vraiment, procurez-vous le plus vite possible ces livres pour accroître vos connaissances et à
et être de plus en plus armé dans ce monde moderne. Voilà, donc pensez à vous abonner. Merci à vous et on se retrouve très bientôt pour le prochain podcast. Voilà, c'était le débat sur la décolonisation en Afrique. Je t'invite à regarder notre précédent débat qui s'appelle le pillage de l'Afrique pour encore accroître tes connaissances sur le sujet. Pense bien sûr à t'abonner, à liker et on se retrouve très bientôt pour un prochain débat Goûter panafricain.